n'est pas un plat, mais plusieurs plats que je vous propose de cuisiner aujourd'hui. Et des plats que l'on ne retrouve pas forcément dans les grands manuels de cuisine. On va revaloriser ensemble les restes de nos frigos, en vertu de l'adage selon lequel rien ne se perd et tout se transforme. La popote des restes, elle permet d'éviter le gaspillage, elle permet d'éviter la surconsommation et elle permet surtout d'éviter d'alourdir inutilement nos poubelles. Et puis après tout, cette cuisine des restes, elle peut être bonne, voire même délicieuse, n'ayons pas d'a priori. Il suffit d'être un peu malin, d'avoir un peu d'imagination et surtout d'avoir quelques astuces sous le coude. Vous avez cuisiné en trop grande quantité, mais vous n'avez aucune envie de manger la même chose qu'hier. Eh bien c'est simple, accommodez différemment et le tour est joué. Pain rassis qui s'ennuie, petits morceaux de fromage variés qui se demandent comment faire équipe. Légumes déjà cuits désespérant de repasser à la casserole. On a tous connu ce problème en ouvrant le frigo. Eh bien suivez-nous avec Thierry et Raphaël, je vous assure qu'à la fin de l'émission, vous ne verrez plus votre frigo comme avant. Difficile de parler de la cuisine des restes sans évoquer le pudding, que l'on appelle aussi pain de chien dans le Nord-Pas-de-Calais. On se connaît là-bas en matière de pudding. C'est une tradition héritée des familles de mineurs. En parlant de pain, qui est quand même la base de l'alimentation chez nous en France, vous verrez qu'il existe de nombreuses initiatives pour moins gaspiller. On rencontrera Franck Wallet, auteur d'un projet de revalorisation du pain auprès des artisans boulangers pour transformer les invendus en farine et en faire des biscuits aussi. Une jolie start-up dont on devrait entendre parler très vite. C'est en quelques secondes qu'on peut broyer une baguette, on peut faire jusqu'à 100 kg par heure. Donc c'est une machine qui est vraiment intéressante pour les boulangers et pour tous les acteurs qui ont beaucoup de pain en surplus. Parce qu'en fait, on a une farine qui est très fine, avec laquelle on peut justement remplacer la farine traditionnelle dans les recettes. On partira dans la région lyonnaise, capitale de la gastronomie, à la rencontre de Natacha, Madame Anti-Gaspi. Natacha aime s'amuser avec les épluchures, les fans, puis elle se met au défi de cuisiner les ingrédients sans le moindre reste. Qui serait assez fou pour manger des peaux de banane? Eh ben nous, on ne peut pas la manger crue, on ne peut pas la manger en morceaux et de toute façon en morceaux ça ne cuit pas, on ne peut le faire que mixer. Ça va apporter une texture super aérienne avec un tout petit arrière-goût de banane. Nous irons aussi à Toulon à la rencontre d'une association créée par Myriam, Sans Toi et Si C'était Toi. C'est une association qui récupère les invendus des supermarchés pour les cuisiner et les redistribuer. Sur le port de Toulon, elle installe ensuite un restaurant éphémère. Elle met des nappes, de la vaisselle, des bougies. Tout est fait pour recréer l'ambiance d'un vrai restaurant. Moi, ce que je souhaite, en fait, c'est dans chaque ville de France qu'on puisse faire ça, quoi. Ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est toujours 500 kilos de nourriture qui sont pas à la poubelle alors qu'il y a des gens qui ont besoin. C'est pas un boulot, il faut avoir la foi. Et quand on voit les sourires, quand on voit les merci, voilà, on fait ça pour ça, quoi, en fait. Allez, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, pas besoin de faire des courses, on va juste ouvrir le réfrigérateur. Et on verra bien. Et bonjour. Aujourd'hui, émission anti-gaspi. Cette saison, malheureusement, nous consommons de plus en plus, nous gaspillons de plus en plus, et notamment les pays industrialisés dont la France fait partie, les Occidentaux, et je dois dire au sein de la France, les Franciliens. Alors nous gaspillons environ 20% à l'échelle mondiale de ce que nous achetons. C'est colossal, ça représente de grosses sommes d'argent, et puis surtout, évidemment, c'est dommageable pour la planète. Ça, c'est pour la leçon. La théorie, on va surtout passer à la pratique parce que vous allez voir, la cuisine anti-gaspi, c'est très rigolo surtout. C'est tout simplement du bon sens. Et moi, je vous propose une recette que j'ai apprise grâce à mes carnets. C'est André qui m'a reçue en Provence et qui m'a transmis sa recette familiale de crespéou. Pas sûr que ça vous dise quelque chose, c'est très local, c'est un gâteau d'omelette. Et l'avantage, c'est que dans le crespéou, on met un peu ce qu'on veut. C'est un peu comme les salades ou les pâtes, ce sont ces recettes dans lesquelles on met très facilement des restes. Le crespéou, en plus, c'est très joli. Alors, on va monter en couche des petites omelettes dans lesquelles on mettra ce qu'on aime, ce qui reste. Et en général, le tout va faire un plat très délicat et très savoureux. Et comme vous le savez, on a l'habitude de remonter le fil du temps dans cette émission pour s'intéresser à l'histoire de nos recettes. Alors là, finalement, cuisiner les restes, c'est cuisiner tout simplement. Ça
a toujours été un réflexe, mais un réflexe qu'on a un petit peu perdu de nos jours. Retrouvons-le. Rien ne se perd, tout se transforme. Cette maxime scientifique, rendue célèbre par Lavoisier, chimiste, philosophe et économiste français du XVIIIe, vaut aussi bien pour la chimie que pour les sciences culinaires. Et bien avant l'ère de la réfrigération, nos ancêtres les cuisiniers avaient trouvé 1001 astuces pour réutiliser et créer de nouveaux plats avec ce qui leur restait sous la main. Un réflexe de ménagère plus que de professionnel pour parer les multiples périodes de disette, de guerre, d'intempéries ou plus récemment de crise économique. Et si, du Moyen-Âge à la Révolution, les classes aisées les méprisaient et préféraient les distribuer sous forme d'aumônes, les plus modestes ont rivalisé d'ingéniosité pour les transformer et parfois les sublimer. Ainsi, c'est la récupération de nos os de volaille qui ont permis de faire les premiers bouillons et les fonds de sauce. Le pain rassis a, quant à lui, rapidement fait le bonheur des enfants et des adultes en devenant pudding, crouton ou pain perdu. En Europe du Sud, les plats en cocotte mijotant des heures, mais aussi la paella, le riz frit ou encore la pizza, des plats emblématiques aujourd'hui ont souvent été conçus grâce à des restes. Et en France, comment ne pas parler du pot-au-feu, dont les restes furent transformés en bœuf mironton. La reine Marie-Antoinette en partageait d'ailleurs la recette avec ses courtisanes et suiveuses dans son charmant cottage de Versailles. Mais aussi en hachis parmentier, autre plat incontournable des tables traditionnelles françaises. Aujourd'hui, la cuisine des restes, appelée anti-gaspi, retrouve de l'engouement face à la surconsommation, aux besoins économiques et aux enjeux écologiques. Mais c'est aussi un joli jeu culinaire, une façon de déjouer la routine pour nos papilles. Bon bah alors on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qui reste dans le réfrigérateur? Et après on improvisera. Alors du poulet, du fromage, de la purée de potiron. Des oignons confits. Salut les garçons, je suis en train de faire l'inventaire. Oui, on te voit très concentré dans la frigo. Ça va, tout va bien? Très bien. La cuisine des restes, ça vous inspire? Ouais, rien ne se perd, rien ne se crée. Voilà, tout se transforme. Tout se cuisine. Alors Thierry, que dis-tu de ça? Voilà les éléments du puzzle. Nous avons un reste de pommes sarladaises. Nous avons de la salade déjà assaisonnée. En général, je la jette. Mais bon, là, c'est une bonne petite roquette du jardin. Je l'ai gardée. Alors, si on arrive même à recycler la salade assaisonnée, tout est possible. Alors, pas la salade cuite, par contre. Tout ce qui est épinards, salade, etc., c'est très riche en nitrates. Ah oui. C'est des légumes très riches en nitrates. À force de chauffer, re-réchauffer, ça devient des nitrites. Et là, ça devient toxique. Mais ma salade, je vais la manger froide, enfin avec l'omelette. Oui, ben là, ça va. Il y a des oignons qui ont un confit d'oignons, la purée de potiron, du poulet, du fromage, des poivrons à l'huile. Donc, bah voilà, on va se lancer. D'accord. Et Thierry, toi, recette de reste, ça t'inspire quoi? Ça me fait sourire. J'ai une pensée, bien sûr, positive pour eux, mais j'ai fait un livre avec des personnes qui étaient incarcérées quand j'étais à Poissy. Tu t'es enseigné la cuisine aussi. J'enseigne toujours la cuisine. Et les gens qui faisaient de la maison d'arrêt avaient un plat qui s'appelait le gloubi. Et chacun, chacun en détention donnait un petit peu de ce qu'il possédait. C'était battu avec des œufs et cuit en commun. On appelle ça le gloubi. Ça te rappelle mon gloubi. T'as un gloubi chic. C'est un compliment en fait. T'as un gloubi chic. Un gloubi chic. Le gloubi de Julie. Mais c'est vrai que Génération Casimir, il doit rester quelque chose de tout ça. Alors, l'idée, ce sont des petites omelettes, un peu comme on le fait au Japon. On va prendre nos œufs qu'on va battre au fur et à mesure. Pour qu'on ait cet effet millefeuille, il faut que les omelettes soient fines. Donc, j'ai utilisé, c'est important, une poêle de 24 cm de diamètre et 2 œufs à chaque fois. Notez que pour réussir vos omelettes, il faut choisir une poêle anti-adhésive qu'il faut bien graisser et bien chauffer avant de baisser la température pour lancer la cuisson. Alors dis-moi, puisqu'on est dans l'émission anti-gaspi, les coquilles d'œufs, on les garde, on les broie et on les met dans les plantes. Voilà, on les met dans le jardin, c'est une exemple. source de calcium, c'est très très bien. Et puis c'est un bon fertilisant. Tout à fait. Et d'ailleurs, la poudre de coquille d'œuf est particulièrement adaptée aux plants de tomates. Toujours bon de le savoir. Alors Thierry, merci pour l'ail. On va le faire fondre légèrement avec un peu d'huile d'olive. Hop là. Tu m'en mettrais un tout petit peu là dans ma poêle? Oui, hop. Un petit peu, hein. Voilà, une pointe. Voilà, ça me va très bien, merci. On va garder le reste. Tu sais ce qu'on peut faire, Thierry? On pourrait ciseler un piment, si tu veux bien, et mélanger ce petit hachis de piment avec le hachis d'ail, un petit peu d'huile d'olive, chauffer légèrement, mais pas trop, et ça va nous faire une huile ail-piment que moi j'ai toujours à la maison. Après, je la mets au frais et c'est très aromatique. Alors, je vais mettre mes petites lanières de poivrons rouges
Ce sont des poivrons que j'avais fait cuire au four. Bon, ça, vous connaissez la recette. Vous mettez les poivrons au four. Vous les laissez jusqu'à ce qu'ils noircissent quasiment. Et ensuite, on les met dans un sac pour les étouffer. Alors, on fait ça pour pouvoir les peler. Il faut les laisser bien enfermés dans un sac jusqu'à complet refroidissement. Ouais. Et après, alors là, ça s'en va très très facilement. Voilà, alors on va juste faire fondre un peu nos poivrons. Et ensuite, on va verser l'œuf. Alors, pour réussir une omelette, moi, on m'a toujours dit qu'au début, Thierry, il fallait remuer un peu. Oui. Et après, on remue plus. Regardez, c'est joli, non? Eh oui. Alors, parlons anti-gaspi. Acheter plus intelligemment, ça veut dire quoi, Thierry? Ben, acheter ce qu'on a besoin, on achète tout en paquet. Acheter au détail. Alors, non seulement, c'est vrai qu'en général, les produits sont emballés, suremballés, mais parfois, ils sont vendus en lot pour acheter moins cher. On se retrouve avec des quantités phénoménales de On croit nourriture. faire des bonnes affaires en achetant 4 kilos. Voilà, on alors croit que faire c'est des bonnes ridicule. affaires et on finit par jeter. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Ça dépend aussi beaucoup de notre intelligence de consommation et Moi, de ma grand-mère cuisine. achetait une fois par semaine, le dimanche. Elle faisait un gros marché et on rachetait le dimanche d'après. Ouais. Et on ne jetait Mais ça veut dire rien. anticiper les menus aussi, ça c'est Mais je suis important. d'accord. Et c'est ce que vous faites vous les chefs, et ce Ouais. qu'on fait peut-être un peu moins maintenant nous à la maison. Oui. Alors regarde Thierry, notre omelette elle est, tu vois, elle est encore un tout petit peu tremblotante sur le dessus. C'est nécessaire d'abord parce que c'est meilleur, et surtout ça va permettre à l'omelette qu'on va mettre par-dessus d'adhérer De quoi en refroidissant. Alors le plus difficile là c'est de démouler. Ma réputation est en jeu. Hop là, il y a du métier, il y a du métier. Waouh. En direct sous vos yeux ébahis. Thierry, alors toi, on est parti dans tes cuisines, comme pour chacune de ces émissions. Et cette fois-ci, la cuisine des restes, ça t'a inspiré quoi? La salade de queue de bœuf. Nous, en cuisine, on fabrique tous nos jus, ce qu'on appelle nos fonds de sauce. Et on utilise beaucoup de jus de bœuf pour nos sauces. Et nous avons particulièrement dans ces jus de bœuf l'utilisation de la queue de bœuf. Alors là, un produit qui pourrait partir à la poubelle quand il est en fin de cuisson. Et nous, on aime bien le récupérer pour l'effilocher et faire une entrée froide qui, pour l'été, est assez merveilleuse. Alors, on va voir que c'est très simple. Ben, c'est parti. Allez, on dépiote. Première étape, le dépiotage, une étape fastidieuse mais qui se fait en équipe. C'était des plats de bistrot. Voilà un morceau de bœuf qui coûtait pas très cher à une époque. On peut faire quelque chose d'intéressant, c'est de commencer à préparer sa vinaigrette sésame torréfié. Aussitôt dit, aussitôt fait, le chef lance la suite de la recette en dorant le sésame à la poêle jusqu'à le faire crépiter. Faut pas le brûler, hein, mais il faut vraiment essayer de ne pas cesser de le remuer. Faut vraiment qu'il s'harmonise en termes de couleur. Voilà, là il vient bien. Directement dans le cul de poule. La sauce soja immédiatement. Ça crépite. Le chef ajoute ensuite du vinaigre de riz sucré, également appelé myrrhine. Et je vais finir avec mon huile de sésame première presse. Là c'est bien. Puis on a une jolie couleur. Thierry Marx assaisonne l'effiloché dans la foulée. Très très bon. Alors, on va bien mélanger et émietter. Moi j'adore rajouter un petit morceau de cébette dedans. Voilà, super. Il récupère maintenant les mini-légumes cuits au préalable dans le bouillon de queue de bœuf. Car vous l'aurez compris, dans cette recette, rien ne se perd. Le gras du bouillon les a rendus un peu luisants, mais c'est du bon gras. Voilà. Dernière étape, le dressage. Un jeu d'enfant, ou presque. Comme un effiloché, c'est jamais très beau. Moi, je le camoufle un petit peu sous ma salade d'herbe. Un mélange d'estragon, d'aneth, de cerfeuil, de chiseau pourpre et de ciboulette qu'il agrémente de quelques cuillerées de vinaigrette supplémentaires. On a vraiment ce goût un petit peu, entre guillemets, rillettes, les rillettes de bœuf, et la fraîcheur d'une salade d'herbe, et un petit twist un petit peu asiatique avec soja, sésame torréfié. Et pour accompagner le tout, il réutilise son bouillon de queue de bœuf assaisonné de fleurs d'ail et d'herbes potagères. Le bouillon est chaud, mis sur des glaçons, et on va laisser infuser les herbes potagères et la fleur d'ail. On peut mettre une petite goutte de vin rouge si on le souhaite, mais l'infusion, ça sent très bon. Et queue de bœuf et salade d'herbes potagères, sésame torréfié. Voilà, pour des restes, c'est pas mal. Ouais, délicieux.
Attaquons cette salade de queue de bœuf. Légèrement tiède, c'est très Souvent bon. jeu de température, mais alors là, on est en plein dedans. C'est délicieux. Avec les herbes Et je fraîches. retiens ta petite vinaigrette asiatique qui peut s'adapter à autre chose qu'à des viandes d'ailleurs. On le voit avec les Ah légumes. oui, tout à fait. C'est une bonne idée. Une bon, vraie hein. fraîcheur dans... Absolument. C'est original de mettre des glaçons dans un consommé. Il faut qu'il soit très Faire c'est concentré très déjà. chaud. Ouais. Sympa. Hein. C'est très bon ça. Ouais, délicieux. Allez, on y retourne. Allez, on y retourne. On a plein d'omelettes à faire. Et oui, parce qu'il faut bien le monter, ce gâteau provençal constitué de 6 omelettes au moins. Et pour cela, il faut à cette étape huiler le saladier dans lequel je vais déposer la première omelette au poivron désormais refroidi. Ouais, d'accord, ça épouse la forme au fond. Voilà, ça épouse la forme. Tu le repasses au four après ou pas? Non, du tout, je le laisse au froid. Je mets un poids et les omelettes vont se coller entre elles. C'est pour ça qu'il faut la laisser un tout petit peu baveuse sur le dessus. Est-ce que tu peux me couper des petits morceaux de fromage de chèvre, un Sainte-Maure en l'occurrence? Je vais rajouter un peu d'herbe. Allez, un petit peu de basilic. J'en ai sous la main. Justement, les feuilles de basilic sont limites. Je conserve toujours mes herbes dans un torchon humide au réfrigérateur. J'ai vu que ça marchait bien. C'est ça, ou alors au dernier moment, dans de l'eau glacée, tu laisses un petit quart d'heure Ah, et là, tu ça va leur redonner de la vie. D'accord. Là. Ah oui, ça, je n'ai pas pensé. Ouais. Allez, c'est parti. Une petite pointe d'huile. Voilà. Et à partir de là, on va mettre nos œufs. Légèrement salé, mais pas trop. Le fromage l'est déjà. Merci Thierry. Ouais, voilà, c'est parfait. On peut même en couper encore un peu. Et voilà. Alors, on va rajouter nos petits dés de chèvre. Hop, voilà. Qui vont fondre. Et on va rajouter un peu de basilic. Allez, un petit coup de poivre. Et pour me simplifier la tâche, je graisse cette fois-ci l'assiette dans laquelle je vais laisser reposer ma seconde omelette. Je pourrai ainsi plus facilement la faire glisser dans mon saladier. Là. Parfait. Et là, on va la laisser reposer un tout petit peu. Elle va achever sa cuisson. Et quand elle va être tiède, on va la démouler pour la mettre en seconde couche. Alors là, on a un kaléidoscope de reste. C'est assez joli d'ailleurs, c'est plein de couleurs. Mais évidemment, ce qui reste en premier lieu et ce qu'on jette beaucoup trop en France, c'est le pain. Dans d'autres pays, d'autres civilisations, il ne nous viendrait même pas en tête de jeter le pain. Christian, avec son papa, ont mis au point du côté de Lille un pudding qu'ils appellent le pain de chien. Mais qu'est-ce que ça cache? Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow. Direction les Hauts-de-France avec Micheline. Nous nous rendons près de Lille, à Halluin, à la rencontre de Daniel, retraité, et de son fils Christian, chef de son restaurant à Dunkerque. Ils vont nous préparer leur pain de chien, comme ils l'appellent dans le nord de la France, une recette que les mineurs affectionnaient particulièrement. Père et fils commencent par émietter le pain rassis, et cela fait remonter des souvenirs d'enfance. Quand on était petit, ouais, avec mon frère, ma soeur, quand on avait du temps le week-end avec mon père, on faisait un pudding. C'était bien parce que quand on allait à l'école, on avait ça à 4 heures et sincèrement, c'était quelque chose de... C'était le bonheur. Et si vous n'avez pas assez de pain rassis, c'est tout aussi bon avec de la brioche. Maintenant, c'est le lait. 1,5 litre. Il faut qu'on ait une pâte souple, qu'on ait une texture qui reste souple et qu'on puisse la travailler à la suite avec la suite de la recette. Ils ajoutent ensuite le sucre vanillé, puis malaxent pour que la texture soit bien homogène et moelleuse. Et c'est parti au frais pour 2 bonnes heures de repos. Après, on met les œufs entiers. Hein. On fait attention qu'il n'y a pas des écailles qui tombent dedans. Là, on remélange tout. Ma maman le faisait comme ça, à la main. Les enfants l'ont fait à la main comme ça aussi. Je trouve que c'est mieux. Ça se mélange mieux que le broyeur à la machine. Daniel ajoute à présent la cassonade, et pas n'importe laquelle. C'est une cassonade qu'on trouve en Belgique et qui est raffinée au gras de bœuf. Donc le petit côté raffinage fait qu'on a des petits grains complémentaires qui donnent un goût encore un peu plus prononcé. Et pour accentuer le goût, Daniel ajoute des raisins qu'il a laissés macérer dans du rhum. Puis il mélange une dernière fois avant de laisser de nouveau sa pâte reposer au frais. On va ressortir notre préparation et y a reposé pendant 24 heures au frigo.
pour bien que tous les ingrédients soient dedans, soient bien imbibés par le sucre et le rhum. La préparation peut enfin être versée dans des moules généreusement beurrés. Je fais ça pour faire partir l'air. Voilà. Dernière étape, je saupoudre de cassonade pour que ça fasse une petite croûte agréable au-dessus. Voilà. Là, c'est prêt. Maintenant, on peut les mettre au four. Et pour obtenir une cuisson parfaite, Daniel a une petite astuce. Il place un bol d'eau sur la sole du four et c'est parti pour environ 1h45 à 150 degrés. Légère croûte. On voit encore des morceaux de cassonade. Ils ont l'air très bien. Je suis fier. Il est fier. Après avoir démoulé ses gâteaux, Christian tartine un peu de miel et ajoute un trait de rhum. On va caraméliser l'ensemble. On va laisser légèrement se reposer, puis ce caramel qui va se figer va apporter du croquant et le goût derrière au pudding. Ça, c'est un peu mon truc en plus. Le pain de chien est fin prêt à être dégusté, en famille évidemment, accompagné de crème anglaise. Alors, mamie, tu dégustes mon pudding. Voilà, et bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Très bon. Mais on veut bien les croire, ça a l'air très bon. Ouais, ça a l'air. Et alors, je connais. Je vais pas me vanter, mais ma grand-mère faisait ça aussi. Elle mettait de la confiture en plus dedans. Quand j'emmenais ça au goûter à l'école, c'était quand même quelque chose. Même dans le cartable, c'était lourd. Ah ouais, mais on a tous fait des puddings, des gâteaux à base de pain. Alors, donc, je vais m'occuper de rajouter cette omelette sur la première. Et c'est là que ça se corse. Alors, moi, j'aurais tendance à faire comme ça avec la main, carrément, pour mieux maîtriser la chose. Voilà, avec la main, c'est quand même mieux. Hein. Hop là, voilà. Alors, j'ai battu mes 2 œufs. On va rajouter cette roquette assaisonnée. Alors, donc, l'omelette à la Thierry. J'ai pas salé, hein, pour l'instant. On commence par mettre un tout petit peu d'œuf. Non, mais c'est toujours ma poêle est assez chaude. D'accord. Tu crées un tourbillon. Ouais, j'ai compris. Tu imprimes un mouvement, en fait, à la poêle. Impeccable. Tiens, regarde, on avait même du parmesan dans notre salade. On peut même le rajouter, non? Ah oui, bonne idée. Hop là. Tiens. Tiens, regarde. Vous pouvez prendre un peu d'huile au piment. Ça va bastonner. Là. Ça va bastonner? Ça peut pas faire de mal. On y va? Ouais, tiens. La réputation. C'est la réputation. Bravo Thierry! Pip pip! Alors tiens, autre initiative intéressante et louable. Franck a réalisé, comme nous venons de le faire, qu'il y avait beaucoup de pain jeté tous les jours, une très grande quantité de pain perdu. Et il a imaginé une machine qui permet de recycler le pain et d'en refaire de la farine pour faire des cookies, des gâteaux. Voilà, c'est vrai que là, pour le coup, c'est une machine maligne, utile, et dont on va connaître le fonctionnement tout de suite. Nous avons profité de sa tournée parisienne de cookies évadés pour aller à la rencontre de Franck Wallet. Diplômé d'urbanisme, Franck s'est reconverti après 2 ans de voyage à vélo dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, nickel. Mais comment tout cela a germé dans l'esprit de Franck? J'ai commencé à expérimenter, alors au tout début dans ma cuisine, hein, avec mon mixeur, mon four. J'ai fait plein d'expériences autour du pain. Parce que le pain perdu c'est bon, c'est même super bon, mais on va pas en manger tous les jours. Et je savais qu'il y avait un potentiel autour du pain comme matière première et qu'il fallait trouver de nouvelles solutions. Alors le pain, je l'ai mixé, je l'ai broyé, je l'ai passé au cuiseur vapeur, au four, à la poêle, au micro-ondes, enfin partout on peut imaginer. J'ai fait toutes les expérimentations possibles pour me rendre compte que quand on le broie en cette fine farine, on obtient une matière première qui est vraiment intéressante pour derrière pouvoir faire pratiquement tout ce qu'on fait avec de la farine traditionnelle. Aujourd'hui, il vient faire tester auprès de Jean-Charles, 3e génération de boulanger, la machine qu'il promeut afin de recycler les baguettes invendues. La machine anti-gaspi permet de réduire en poudre ce pain défraîchi. Donc c'est super simple.
On a une lame qui tourne au milieu. La machine est conçue spécialement pour les baguettes. Ça s'appelle le crumbler. C'est en quelques secondes qu'on peut broyer une baguette. On peut faire jusqu'à 100 kg par heure. Donc c'est une machine qui est vraiment intéressante pour les boulangers et pour tous les acteurs qui ont beaucoup de pain en surplus. Parce qu'en fait, on a une farine qui est très très fine et avec laquelle on peut justement remplacer la farine traditionnelle dans les recettes. Après, on va pouvoir également broyer du pain mou. Le pain du soir qui n'a pas été vendu, on va pouvoir le réduire directement en une autre matière première qui va être une farine beaucoup plus épaisse mais tout aussi intéressante. C'est vrai que c'est complètement un produit complètement différent. Pour les muffins, pour les cakes, je pense que ça peut bien passer. Mais pour commencer, c'est la farine fine que Jean-Charles a voulu tester pour faire des cookies. Cette recette de cookies, c'est la recette de base que nous on utilise habituellement, sauf que voilà, on a remplacé la farine par la farine de pain. Il verse ensuite tous les ingrédients dans le robot, à l'exception des pépites, pour former une pâte homogène. Donc là, je vais rajouter les pépites. C'est un peu plus sablé quand même, c'est un petit peu moins lié qu'avec la farine. Mais du coup, pour les cookies, c'est pas trop gênant, quoi. Parce que les cookies, du coup, on va les reformer. Du coup, avec une baguette et demie, on arrive à faire une quinzaine de cookies. Et 15 minutes à 180 degrés plus tard, c'est l'heure du verdict. Ils sont pas trop durs. Moi, j'aime bien les cookies justement quand ils sont encore un peu moelleux là. Et du coup, ils sont encore moelleux, donc c'est parfait. Après, ils ont une très bonne odeur. Ils sentent bon. Des vrais cookies quoi. Je vois pas trop la différence. C'est une bonne idée. C'est vrai que c'est une idée qu'on n'aurait pas eu forcément tout seul. Donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un comme Franck là qui arrive à développer son projet. Et puis de faire voir que c'est possible, qu'il y a une issue, quoi. Une issue au gaspillage, validée par le boulanger qui compte bien continuer à tester de nouvelles recettes avec la farine de son pain invendu. Et comme il n'y a pas que dans les boulangeries que l'on jette le pain sec, Franck anime des ateliers dédiés au recyclage auprès des particuliers pour continuer à sensibiliser chacun et apprendre à mieux consommer. Donc là, on est en train de sortir du processus linéaire où on produit et puis à la fin de la chaîne, on jette pour entrer dans le processus de l'économie circulaire. Donc on produit une première fois, on se retrouve avec des restes. Et puis là, cette fois, on ne va pas les jeter, on va les réintégrer dans la boucle pour faire quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau et quelque chose de tout aussi bon. Voilà, donc ceux-là sont tout beaux. Intelligent, non? Vachement malin, parce qu'il y a la machine, mais derrière, il y a la transmission. Bon, il appelle ça farine, mais on a perdu les propriétés élastiques du gluten. Ah oui, bien sûr, donc on ne peut pas utiliser cette farine pour refaire du pain, par exemple. C'est ce que disait derrière. Le pâtissier, d'ailleurs. Voilà, Il y a moins de liant. Voilà, c'est plus une chapelure plus ou moins fine. Ouais. Alors, on va le faire à la Thierry. C'est parti, Thierry! Et cette fois-ci, c'est un reste de pommes de terre sarladaise qui va parfumer cette 4e omelette et l'imprégner des saveurs de la graisse de canard. Alors, on va prendre notre assiette magique que l'on va huiler. Voilà, bravo, Thierry. On va laisser reposer. Allez hop, c'est parti. L'omelette à 4 mains. Alors regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ce poulet, qui est un petit peu sec, me semble-t-il, avec ton huile au piment, qui me plaît beaucoup. Hop. Un petit peu de ce confit d'oignon. Hop là. Je trouve que c'est extrêmement joli, ces petites omelettes-là. Ce fond de jaune met en valeur les couleurs. Voilà. C'est bon? Tiens, la pomme de terre. Voilà. Parfait. Regarde, c'est joli, ça commence à prendre forme. Je vous propose de retrouver Natacha, qui, alors là, a mis au point un gâteau qui recycle l'inrecyclable, en tout cas pour moi jusque-là. Devine, la peau de banane. Once I loved and I was a gas. Do-we-do, ba-do-ba-do, soon turned out. Had a heart of glass. Do-we-do, seemed like the real thing, only to find.
Les initiatives fourmillent aux quatre coins de la France. Et cette fois-ci, c'est à quelques encablures de Lyon, ville gastronomique s'il en est, que nous filons à la rencontre de Natacha Mouton. Bonjour! Cette passionnée de cuisine anime des ateliers culinaires et s'est spécialisée au fil du temps dans la cuisine dite anti-gaspi. Elle lui a même consacré un blog. C'est simplement utiliser au maximum un produit. Je cuisine les fans, les épluchures, je cuisine les carcasses, je cuisine les arêtes. J'exploite au maximum le produit que je vais acheter. En fait, là, on a des très beaux produits qui sont bio, qui sont locaux, et je ne vois pas quel est l'intérêt d'en jeter la moitié. Il est impératif d'avoir des produits sans pesticides pour les consommer entièrement. Mis à part cette règle d'or, tout est possible. À peu près tous cuisinent dans ce que j'achète. Par exemple, le fenouil, la plupart des gens vont garder que cette partie-là. Moi, j'utilise ça et au contraire, je suis très contente quand un maraîcher laisse les tiges super longues parce que je peux faire des très très bonnes sauces avec ça. On va ouvrir le petit poêle, les gens vont jeter l'écosse. On peut faire de très bonnes soupes avec l'écosse. Bonjour! Une cuisse de poulet, s'il te plaît. C'est parfait. Et tu coupes rien hein, parce que c'est pour un bouillon. Je vois pas de raison en fait d'aller acheter des cubes de bouillon tout prêt alors que j'ai à la maison ce qu'il faut avec les restes de mes repas pour en fabriquer. Bonjour. Bonjour. Oui, je voudrais des bananes s'il vous plaît. Alors j'ai des mûres et des pas mûres. Non, mûres parce qu'en fait je vais utiliser la peau aussi, donc voilà. Parfait. Le panier rempli, direction Chaponneau, où est installée Natacha, qui nous a prévu un menu intégralement anti-gaspi, à partir de fruits et de légumes cuisinés, de la tête aux pieds, et de quelques restes de la maison. Je vais faire une recette pour au moins 6 personnes, avec juste des restes, 3 fois rien. J'ai l'os de la côte de bœuf, qui restait du barbecue. J'ai la cuisse de poulet, que j'ai acheté ce matin. Là, j'ai des épluchures, en fait. Des légumes que j'ai fait depuis quelques jours. J'ai mis les épluchures de côté, en les gardant sous vide. On peut aussi les garder au congélateur, dans un sac. Et voilà, on a ce qu'il faut pour faire notre bouillon. Car avec tous ces ingrédients, Natacha a prévu de réaliser une soupe asiatique emblématique de la cuisine vietnamienne, la soupe pho. C'est évidemment pas du tout les ingrédients ni la recette traditionnelle de la vraie soupe pho. C'est une soupe pho anti-gaspi avec ce qu'on a à la maison. J'ai de la courgette, j'ai de la carotte, j'ai de la tomate, j'ai de l'oignon, j'ai de l'aubergine. Vous pourriez parfaitement avoir tout à fait autre chose. Natacha dispose ses épluchures de légumes au fond de sa cocotte, l'os de la côte de bœuf qu'elle avait conservé et place la cuisse de poulet achetée, puis elle ajoute de nombreuses épices pour parfumer comme le gingembre, les tiges de persil, les clous de girofle, la cannelle et la badiane et enfin du poivre en grains. Elle la remplit d'eau à hauteur et laisse mijoter à petit feu pendant au moins 4 heures. On a peu de matière à la base, on n'a pas de légumes entiers, on n'a pas de vrais morceaux de viande, donc on va concentrer les parfums en cuisson longue. C'est une des nombreuses astuces pour réaliser cette cuisine un temps appelée cuisine des déchets. Un terme un peu rebutant, vite remplacé par celui d'anti-gaspillage, plus porteur et positif qui a permis une meilleure prise de conscience. L'anti-gaspi est un terme à la mode, c'est que de la cuisine de maison et de bon sens. Le fait de manger comme ça, par exemple, permettait d'acheter moins de produits, puisqu'avec un légume, on va faire 2 repas au lieu de faire une seule recette. Par contre, ça permet d'acheter de meilleurs produits, parce qu'on va aller acheter du bio, on va aller acheter local. Et de réaliser des recettes faciles, selon Natacha, même s'il faut bien se renseigner. Les plantes n'étant pas agréables ou même comestibles sous toutes leurs formes. La seule chose que je vous déconseille, c'est les déchets d'artichaut, parce que je trouve que c'est pas bon, ça donne mauvais goût à un bouillon. Les feuilles de rhubarbe, elles sont magnifiques, mais apparemment, il ne faut pas les manger, c'est toxique. Les feuilles de tomates aussi, je crois, ne s'utilisent pas. Tout le reste, il faut faire des essais, il faut jouer avec. Car pour Natacha, cuisiner doit avant tout rimer avec le verbe imaginer. Le bouillon infusé, Natacha prépare ses nouilles de riz, effeuille et cisèle toutes les herbes fraîches incontournables de la recette, fan et tiges comprises. Normalement, dans la soupe pho traditionnelle, on rajoute des fines lamelles de bœuf cru qui cuisent au contact du bouillon brûlant. Puisque nous, c'est une version anti-gaspi, on va se contenter de récupérer la viande qui a cuit en fait sur la cuisse de poulet et sur l'os de la côte de bœuf. Pour cette fois-là, on fera comme ça. Natacha rassemble tous les ingrédients dans son bol, son plat de résistance est fini. Mais elle a une autre curiosité à nous proposer pour le dessert, des petits cakes à la peau de banane. Si ça, c'est pas 100% anti-gaspi. Qui serait assez fou pour manger des peaux de banane? Eh ben nous, ça a un goût de banane, mais en beaucoup plus léger. Comme les fans en général, on ne peut pas la manger crue, on ne peut pas la manger en morceaux, et de toute façon, en morceaux, ça ne cuit pas. On ne peut le faire que mixer. Ça va apporter une texture super aérienne,
avec un tout petit arrière-goût de banane. Natacha découpe en tout petits morceaux les peaux du fruit bio, bien lavées, et les passe au mixeur avec un peu de lait. Donc on va juste en mettre un petit peu au début. Elle obtient ainsi une pâte lisse et fluide. On va monter les blancs en neige. Voilà, les jaunes vont rejoindre la purée de banane. Avec 80 g de beurre fondu. Et on va mixer à nouveau pour avoir une pâte bien homogène. Elle intègre à cet appareil 180 g de farine, un demi-sachet de levure et 100 g de sucre. Alors je vais ajouter quelques pépites de caramel, on pourrait mettre du chocolat. Des ingrédients facultatifs, mais avec Natacha, la gourmandise est essentielle. Maintenant, on va incorporer les blancs d'œufs délicatement. On va essayer de ne pas trop casser les blancs. On garde quand même une texture un peu aérienne. Donc là, on va enfourner pour 25 minutes environ, à 180 degrés. Ça y est, les gâteaux sont cuits, on peut les sortir du four. Et voilà le résultat. Comme promis, nous avons un menu gourmand et quasi sans déchets. Quand on sait qu'en France, les foyers jettent plus de 5 millions de tonnes de nourriture par an, cela donne de belles perspectives pour s'alimenter, se faire plaisir et réduire le gâchis sur notre planète. Sympa les petits muffins de Natacha. Il y avait plein de bonnes idées. La soupe feu, moi j'avais envie de la faire. Alors la peau de banane, il faut que les bananes soient bio déjà, parce que c'est très Oui, parce que effectivement, la peau des fruits, d'abord ça se gorge en pesticides, donc c'est pas toujours très bon, il faut acheter bio. Mais par exemple, l'année dernière, en 2016, il y a eu 50 personnes qui ont eu une intoxication alimentaire en mangeant la peau des betteraves. La peau des betteraves, Voilà. ah oui, c'est pareil, vrai. ça paraît innocent, on se dit, ah, tiens, je vais faire une infusion de pédoncule, parce que ça va donner un goût vert, sauf qu'il y a de la solanine là-dedans, et c'est un poison pour nous. Donc, il ne faut surtout pas manger ça. Donc, il faut quand même faire attention, recycler c'est bien. Tout n'est pas comestible dans la nature. Mais tout n'est pas on comestible, le savait. et nous-mêmes, en tant qu'hommes, en tant qu'animal, on n'est pas équipés pour tout digérer non plus. Mais j'ai bien aimé le discours de Natacha, de dire qu'effectivement, le fait d'utiliser ce que tu fais, la totalité d'un produit permet d'acheter un meilleur produit, parce que du coup, on a un budget plus important. Et maintenant, on va terminer avec la purée de potiron. Est-ce que je mélange la purée directement à l'œuf? Tu pourrais, ouais. On pourrait, non? Allez hop. Pas trop non plus, sinon tu vas avoir toute l'eau. Mais oui, c'est ça, il faut garder le liant de l'œuf. Allez, zou! Et voilà. Tiens, allez, hop, je mets un petit peu de basilic. Ça va faire plein de couleurs après la découpe. Là, Ouais, c'est pour ça. En fait, au départ, en général, c'est une omelette qui se fait avec des légumes surtout. Hein. Mais on peut y ajouter, comme on l'a fait, de la viande, voire du poisson. Mais c'est vrai que ça valorise les couleurs. Notre crespéou touche à sa fin, nous pouvons empiler les dernières omelettes. Donc Thierry, on va couvrir avec un papier d'alu par exemple, et on va mettre une casserole sur le dessus. Comme ça, boum. Ah, c'est parfait. Bon diamètre. Et on va mettre tout ça au frais. On rejoint Raphaël? On y va. Alors, de quoi vas-tu Deux choses à vous dire. D'abord, petit décryptage rapide sur les fameuses étiquettes. Et puis ensuite, on va regarder ce qu'il faut cuire, réchauffer, pas réchauffer, pourquoi. Alors les étiquettes, un peu de bon sens. Voilà, c'est mon message. Je commence par la conclusion presque. Il y a des produits qu'on peut garder plusieurs années, et même si c'est marqué, il y a une fameuse DLC. Alors DLC, c'est date limite de consommation. Ça veut dire qu'en toute rigueur, il ne faut surtout pas dépasser. Pour les produits frais notamment. Pour les produits frais. Alors on peut commencer par ça. Donc là, vraiment attention, c'est-à-dire que tout ce qui est charcuterie et préparation, laitage, mais déjà préparé et travaillé, c'est vrai qu'il ne faut pas trop jouer avec ces dates-là. Donc il faut regarder et avant tout, il faut sentir. Alors les yaourts, là on peut dépasser, même si c'est une DLC, une date limite de consommation, on peut les consommer plusieurs jours, certains même 1 ou 2 semaines après, et il n'y a pas de souci. Il faut juste regarder quand même que ce ne soit pas gondolé. Voilà, gonflé, ça peut être tu veux dire? Gonflé, parce que ça veut dire que là, justement, la fermentation est un peu excessive. Donc ça veut dire que là-dedans, il y a quand même des bactéries ou des microbes qui commencent à fabriquer du CO2, ça gonfle. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie activité qui se forme. Pour les œufs ou même les briques, alors là, vous pouvez y aller à plusieurs semaines, il n'y a pas de risque.
Les œufs. On peut C'est les passer à la quelques date. jours. Mais ouais, alors un bon petit moyen, mais ça vous le connaissez certainement, mais je voulais quand même vous... Prenez de l'eau du robinet et puis vous regardez, alors dans ces œufs-là, lequel est frais, lequel n'est pas frais. Extérieurement, c'est impossible de dire. C'est impossible À part à se fier à la date. À part, mais même des fois les dates, s'il y a une petite fissure, c'est ça qu'on oublie, eh bien on va se dire « Ah non, c'était encore bon ». Ben oui, mais s'il y a une fissure, l'air est rentré, ça commence à pourrir et on va s'intoxiquer. Voilà. Donc un moyen très simple, mais c'est presque déjà trop tard. Alors, Ah, il y en a un qui flotte. il y en a un qui flotte et il y en a Et un l'autre qui flotte pas. qui coule. Donc celui-là, il ne faut surtout pas le consommer. Celui qui flotte. Parce faut que le plus jeter. un œuf vieillit, plus il a une poche d'air à l'intérieur. Cette poche on le d'air, voit d'ailleurs. elle gonfle parce qu'il se déshydrate. Et là, ça veut dire que c'est vraiment un œuf qui n'est surtout pas à consommer. D'accord. C'est vraiment trop tard Oh, comme c'est un test, test mais tout bête. c'est déjà, voilà, c'est un petit test simple, mais dans un doute, ou si la date s'est effacée, on dit, ah, c'est quoi cet œuf, on vérifie. Bien sûr, tout ce qui est conserve, là, vous pouvez dépasser plusieurs mois. Il n'y a pas de souci. Là encore, vous regardez si ce n'est pas gonflé, mais il n'y a aucun risque. Et puis tout ce qui est confiture et produits secs, là, vous pouvez dépasser plusieurs années. Les ennemis de ça, c'est quoi? C'est l'humidité, l'oxygène et la lumière. Et le riz, c'est pareil. Le riz, quand vous cuisez du riz, surtout, vous le débarrassez, vous le mettez très très vite au réfrigérateur. Ah bon? Parce Même que- quand il est chaud? Oui, parce que le riz, C'est pas très bon pour le réfrigérateur. Non, mais le problème, c'est qu'on se dit, oh, bah, tiens, on va le laisser refroidir, il n'y a aucun risque. Sauf qu'il y a de l'humidité, il y a de l'amidon, donc il y a du sucre. Et donc, ça, c'est une source, c'est vraiment un support pour les bactéries. Donc, ça va se développer à une vitesse record. On laisse pas le riz à l'extérieur. C'est ça. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que le riz, c'est un produit qui bouge pas. Voilà, on comme se dit, oh, bah, il n'y a pas de risque, on l'a cuit, on va le laisser là, et puis il va rester 4-5 heures ou même Là, il y a une flore toute une nuit, microbienne qui se en disant, développe c'est pas grave. facilement. Mais c'est un vrai substrat. Eh ben merci, je vais voir mon frigo différemment Eh maintenant. bien oui, Thierry, tu évoquais ton engagement avec cette association qui vient chercher les restes. Eh bien, Myriam à Toulon a créé elle aussi une association où elle récupère les invendus et où elle les distribue ensuite. On la suit. Reprenons le vol en direction la route du Soleil pour nous rendre dans la ville de Toulon et partir à la rencontre d'une cuisinière exceptionnelle, Myriam Picardel. Bénévole très active au sein de plusieurs associations toulonnaises, Myriam a créé sa propre structure en 2015, Sans toi et si c'était toi. Une initiative qui permet à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire, la précarité et l'exclusion. Pour cela, Myriam et son équipe bénévole unissent leurs forces et leur énergie pour proposer des repas chauds, équilibrés et cuisinés à partir d'invendus de supermarchés. Tout se fait dans leur cuisine ambulante aménagée par leurs soins. On aime bien que ça soit joli, quoi, que ça change justement, qu'il y ait un contraste avec la rue. Et là, le concept, c'est justement de faire un repas comme à la maison. On récupère les invendus une fois par semaine, donc uniquement les produits frais. Donc c'est la viande, les légumes, les laitages, le fromage, voilà. On récupère entre 500 et 700 kilos qui partent dans les containers et dans les poubelles. Donc bon, on a trouvé un arrangement. Le magasin il gagne parce qu'il défiscalise. Il fait comme un don à une association. Et nous, ça nous fait de la marchandise gratuite et on peut justement faire des bons petits plats avec des choses qui partiraient à la poubelle. Et donc on cuisine tout, de l'entrée au dessert. Et cette semaine, la collecte permet de mettre au menu une salade de tomates en entrée, une paella royale et en dessert du pain perdu. L'équipe doit s'activer pour tout préparer avant l'arrivée des bénéficiaires. Allez, c'est parti. Bon, c'est un peu de travail au niveau des légumes, des fruits, parce qu'il faut trier, on passe beaucoup de temps à trier, mais ça donne un bon résultat après. Et si les techniques en cuisine ne sont pas toujours orthodoxes, l'ambiance est au rendez-vous entre les dizaines de bénévoles présents chaque semaine pour organiser ce grand repas. Voilà, donc là on a récupéré les brioches. Donc on en a beaucoup et on va faire les brioches façon pain perdu en fait. Voilà, avec un petit caramel au beurre salé. Ils sont en tout une cinquantaine de bénévoles à aider Myriam dans cette initiative. La plupart des gens là ont des formations en fait de cuistot. Moi pareil, j'étais ancien seconde cuisine, chef de cuisine des fois et en fait c'est pour ça que faire ce camion c'était une évidence en fait. C'est que faire à manger pour 100 personnes, on n'a pas peur quoi. Donc c'est vrai que voilà. On aime ça. On aime ça, ouais. Si beaucoup de repas se préparent à l'avance dans le restaurant de l'un des bénévoles, aujourd'hui tout se confectionne sur place pour la paella. Là, il doit y avoir 4 kg de poivrons, autant d'oignons. La viande, il doit y en avoir une vingtaine de kilos. 10 kg de riz, quelques gambas, mais il n'y en aura pas une par personne, mais il y a des crevettes un peu jolies.
Là, on va nourrir 110, 120 personnes. Venus des 4 coins de la ville, mais fidèles au rendez-vous hebdomadaire, les premiers invités arrivent. L'équipe du food truck est enfin prête pour lancer le service. On distribue aux sans-abri en priorité, mais il y en a aussi des retraités. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas trop de moyens, qui sont surtout très seules. On les accueille avec plaisir, quoi. Là, ça va de 14 ans à 70. C'est vraiment hétéroclite, il y a toutes les nationalités. On aide tous ceux qui ont besoin, en fait. Ça, c'est du poisson. Le temps d'un repas, Myriam et sa troupe brisent l'isolement et créent un vrai moment de partage autour de ces plats familiaux qui peuvent faire remonter les souvenirs. Il n'est pas rare qu'on nous dise, ça me rappelle quand j'étais petit, le bœuf bourguignon de mamie ou la tarte de ma mère. C'est un cadeau qu'on veut leur faire en fait. C'est pour ça qu'on le fait qu'une fois par semaine, parce que bon, on est tous, on a le boulot et tout. Mais on voulait leur faire, on fait un petit cadeau, parce que voilà, ils le méritent. Moi, ce que je souhaite, en fait, c'est dans chaque ville de France qu'on puisse faire ça, quoi. Ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est toujours 500 kilos de nourriture qui sont pas à la poubelle, alors qu'il y a des gens qui ont besoin. C'est pas un boulot, il faut avoir la foi. Et quand on voit les sourires, quand on voit les merci, voilà, on fait ça pour ça, quoi, en fait. Avis aux amateurs, Myriam n'attend qu'une chose, être imitée un peu partout afin d'essaimer d'autres food trucks solidaires. Et ces initiatives sont de plus en plus nombreuses en France. Arrive notre repas. Et pour partager notre gâteau d'omelette, nous accueillons aujourd'hui Marie Cochard, journaliste et auteure notamment d'un livre sur les épluchures, qui ont toute leur place dans nos assiettes. Ainsi que Jean-Loup Lemaire, créateur de l'association La Tente des Glaneurs, qui glane les invendus sur les marchés. Installez-vous, je vous en prie. Alors vous, Jean-Loup, vous avez créé une association qui s'appelle La Tente des Glaneurs. Tout à fait. À Lille. J'ai créé une armée à travers la France. Une armée? Une armée de collaborateurs bénévoles. Une armée de bénévoles? Moi, j'ai créé la Tente des Glaneurs, on glane sur les marchés. Voilà, on récupère ces fruits et légumes qui sont un petit peu cabossés, bigornés. En fait, soit on les jette à la poubelle et puis on va les détruire, soit on peut effectivement donner une seconde vie aux aliments. Les fins de marché, moi, quand j'étais enfant, je connaissais ça. Il y a des gens qui achetaient au début de marché, c'est le bourgeois. Il y a ceux qui achetaient à la fin. D'ailleurs, quand j'étais apprenti pâtissier, mon patron disait toujours non, si j'y vais à cette heure-là, on va croire que je fais les fins de marché. C'était un côté péjoratif. Pour moi, c'est aberrant en tant que cuisinier de voir ces quantités de nourriture qu'on jette, alors qu'on peut effectivement donner une seconde vie aux aliments. Donc voilà, sur les marchés, on récupère tout ça. Dimanche dernier, par exemple, sur la Tente de Lille, on a fait 1634 personnes. La valeur du cabas, s'ils avaient dû l'acheter, elle oscillait entre 15 €. C'est comme si on avait jeté 1600 fois 15 € à la poubelle. Là, on se dit, ah oui, merde, il y a un souci. Et Marie, alors vous n'avez pas encore créé d'association, mais en revanche, vous avez une démarche éco-responsable très avancée. Et votre dernière expérience, après un livre sur l'utilisation des épluchures, c'est de se passer de réfrigérateur. Alors en fait, l'idée, c'est avec ma famille de consommer en circuit court. Le réfrigérateur, il n'a que 100 ans en fait. C'est sûr, donc, on a vécu 100, vous voulez dire, auparavant. C'est ça. Et du coup, on se sert de son réfrigérateur comme d'un placard. C'est vrai. Donc vous revenez des courses, vous sortez tout ce que vous avez dans votre coffre et vous mettez tout au frais. Café, fromage, enfin beaucoup de choses qui en plus perdent en saveur, les tomates. Il y a des gens dans certaines régions qui débranchent le réfrigérateur pendant la période hivernale. Il y a du partage de frigo maintenant, il y a pas mal de... C'est des bonnes idées ça. Bon, je ne suis pas aussi extrémiste que ça. Je pars du principe que essayer d'éviter le gaspillage, c'est d'abord savoir comment on conserve. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit gâteau d'omelette d'ailleurs? Alors, je n'ai pas encore goûté parce que je parle beaucoup trop. Non, c'est passionnant. C'est bon, c'est amusant. Et puis il y a tous les goûts en bouche. Alors là, avec les invendus du marché, là, vous pouvez vous amuser. Hein. On va faire confire tous les légumes. C'est vrai que les couches sont collées entre elles. Ouais, c'est amusant. Moi, j'aime bien. Puis il faut jouer sur les herbes. On parle toujours de gaspillage alimentaire, mais c'est l'éducation pure et simple. Pure et simple, c'est du réflexe. C'est pour ça que c'est du bon sens qui doit être enseigné aussi, dès le plus jeune âge. On a monté à la fac d'Orsay. Ça l'était, mais ça ne l'est plus. Mais il faut que ça revienne. Il faut qu'il y ait des potagers dans les écoles. Il faut qu'on réapprenne les saisons. Nous, avec Thierry, on a monté dans une fac, à la fac d'Orsay, un potager. On accueille des classes entre le CE2 et la 5e. On a des journées entières. Un potager pédagogique. On cueille les légumes. On leur dit, voilà, c'est pas la saison, vous n'avez pas grand-chose, mais voilà. Mais tout ça, c'est un cycle extrêmement pertinent et c'est plaisir, bien-être et santé. Oui, et c'est ça tout à fait lié, ouais. Voilà, alors à un moment donné, il faut bien reconnaître qu'il faut ne pas négliger l'histoire. L'histoire de l'après-guerre, on la connaît. Donc on a voulu consommer, puis surconsommer, et à tel point on s'est consumé. Mais redonner du sens à la consommation. C'est pas comment on mange, c'est pourquoi on mange. On se restaure.
Et moi, je Oui, suis qu'il assez retire des confiant circuits, dans ce 21e siècle, et traditionnels. surtout dans ce 21e siècle en Europe, où on est en train de diffuser un certain nombre de valeurs justes. Et la phrase de Coluche qui m'anime tout le temps, il suffirait qu'on ne l'achète plus pour que ça ne se vende pas. Et c'est vrai, c'est à un moment donné, on ne veut plus consommer ce type de produit. Eh bien, si on arrête de créer, il n'y aura plus l'offre. Donc on se dit, mais non, ce produit-là, on n'en veut plus. Et on veut que les agriculteurs qui nous produisent des choses soient rémunérés à leur juste valeur, etc., etc. Et refaire cette échelle de valeur. J'espère qu'on vous a éclairé, qu'on vous a donné envie, vous aussi, de vous plonger dans cette cuisine de l'économie et du partage, économie d'énergie, notre énergie, puisqu'évidemment, on dépensera moins. Économie aussi, évidemment, d'énergie de la planète, économie de nos déchets. Je suis sûre que vous avez déjà cette réflexion. Peut-être que vous êtes même plus avancé que nous. Dans ces cas-là, écrivez-nous, envoyez-nous vos recettes, vos idées, peut-être aussi les associations que vous avez créées ou auxquelles vous participez. On vous invite à notre table, c'est table ouverte dans les carnets de Julie, table ouverte aux bonnes idées, aux bonnes recettes et surtout table ouverte au partage. Salut.